Bonjour, chers internautes. Voilà, on a un problème de connexion. Ça arrive. Même les néo-ruraux subissent les affres d'un réseau. Je ne sais pas s'il est dégradé, il n'est pas tant que ça. Mais en tout cas, un léger problème aujourd'hui. Mais enfin, on essaie de trouver des solutions. On va essayer d'en trouver en cours d'émission d'ailleurs pour votre habituel diaporama pour les émissions du lundi. C'est aussi le cas des émissions du mardi. Je le rappelle, avec Jean-Claude Pascal sur l'Odyssée des cathédrales. Le mercredi, l'Odyssée de l'histoire, la véritable histoire de France avec Aram Mardi-Rossian. Et le jeudi, notre émission avec Marie-Pascale Rémy sur les sujets plus ésotériques. Mais le lundi, c'est la santé. Voilà, petit à petit, on va du très visible à l'invisible dans ces émissions du live à 12h30 sur Géopolitique Profonde. Et on commence vraiment par des choses qui nous crèvent les yeux, au point que d'ailleurs on cherche à lui substituer quelques fantaisistes raisons. Mais évidemment, nous avons dégradé notre planète. Évidemment, ce monde est infiniment pollué. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Il s'agit juste d'éviter les écrans de fumée, le CO2, ce genre de billevesées, pour se concentrer sur les causes des pollutions et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur notre santé. C'est pour ça que nous faisons avec Corinne Lalo ces émissions sur les perturbateurs endocriniens. Je ne vais pas à chaque fois représenter Corinne Lalo, journaliste spécialisée dans la santé pendant plusieurs dizaines d'années. Elle a travaillé dans le service de TF1 sur ce sujet. Elle a écrit énormément de livres. Elle a été, on ne va pas dire lanceuse d'alerte, puisqu'elle, c'est une journaliste, hein, mais Ah bah elle a oui. aidé certains lanceurs d'alerte à pouvoir être médiatisés. Mais elle a en tout cas dès le sang contaminé, le Tchernobyl, ça date quand même. Hein. Tchernobyl, c'était 1986. Moi, je m'en souviens, j'avais pas encore 18 ans. J'ai même commencé avec l'affaire Grégory, mais enfin bon, ça n'a rien à voir. Tu as commencé avec, vous avez Ouais, commencé ouais, avec ouais, l'affaire Grégory. Très ouais, bien. ouais, ouais. Qui est toujours pas terminée, d'ailleurs. Qui est toujours pas terminé, exact. Qui est toujours pas assez. Peut-être un jour, si vous le voulez, on pourrait échanger sur ce sujet dans un autre registre, mais Ouais. c'est peut-être très intéressant de Ah oui, profiter. c'était quelque chose, hein, l'affaire Grégory, c'était quelque chose. Ouais. Ça a Donc, marqué beaucoup les journalistes, hein. ah bon, en plus de l'opinion? Ah oui, oui, les journalistes, mais oui, parce que c'était une époque, bon, on va pas faire une émission là-dessus, mais c'était une époque où il y avait pas les portables. Je me souviens où on en était des portables, c'était très Ah bah non, rudimentaire, on n'avait pas, hein. non, il Et y avait donc, le on corbeau, était il au téléphonait. téléphone. On était au téléphone Le corbeau aussi. et les rédactions voulaient toujours des sujets, alors qu'il se passait rien de nouveau. Alors, fallait broder. Et comme on était en vase clos, dans une, dans une petite vallée reculée, donc les journalistes, ils devenaient aussi un peu dingues, quoi, parce que on les laissait là pendant, moi je sais plus combien de temps je suis restée, mais et alors du coup les journalistes, ils étaient entre eux, ils se voyaient la journée, le soir, en boîte, enfin c'était quelque chose, hein, parce que ça. Enfin, moi, je l'ai plus vu nulle part après d'être en vase clos comme ça avec des journalistes en permanence dans un petit coin reculé où il fallait absolument broder et tout. Donc, il fallait se battre avec les rédactions pour dire bon là aujourd'hui il n'y a rien. Ah ben si, tu vas quand même faire quelque chose. Donc, il fallait broder, quoi. Bien. Et puis, je rappelle quand même que ce fameux corbeau de l'affaire Grégory, évidemment, ce serait fait très vite, rapidement démasquer avec la capacité que nous avons maintenant à pister, évidemment, les appels de différentes manières, alors que là, vous décrochiez votre téléphone et puis hop, vous appeliez. On n'avait aucune visibilité, évidemment, des gens qui appelaient. C'était un autre monde, évidemment, qui Ouais. était pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Et les acteurs, les Oui, journalistes ont aussi été des acteurs, hein, parce que ils étaient en permanence en contact avec la famille, les parents, tout ça. oui. Et ça a joué, le rapport avec la presse a énormément joué dans les événements, dans l'assassinat de Laroche, dans tout ça, quoi. Ça a joué, la presse a joué C'est un rôle vrai, c'est vrai. interactif, actif. Ça, pour le coup, c'est très moderne. Ça, c'est les épisodes de Netflix. L'affaire débute et on a en direct, on apprend en effet les coups de fusil de chasse sur Bernard Laroche. En effet, ouais,
C'est incroyable. C'est vrai que cette histoire avec des rebondissements, alors qu'on était en pleine enquête et que la France entière regardait ce qui se passait. Oui, oui. Allez, Et mon on équipe et moi, Oui. on a aussi été menacés à coups de fusil par des gens de la famille, hein. Et on est vite partis, hein. Quand ils sont sortis le fusil, on a dit: «Bon allez, on s'en va». Bon Ça serait voilà, bon. bête. C'est rien de drôle parce qu'il y a quand même un petit enfant qui est mort. Bon. Ah, ça, c'est certain. Ça n'a absolument vraiment rien de drôle, cette affaire. Et on en est encore aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore même des gifs, des plaisanteries parfois un peu douteuses sur cette affaire Oui, et oui. sur ces témoins directs, dont des jeunes filles qui n'étaient que des jeunes filles à une époque. Ouais, c'est Oui. triste. Alors, les perturbateurs endocriniens, on y revient, hein. Je n'ai même pas, je suis sur un support qui en plus est le support du livre de Corinne Lalo, je rappelle, hein, donc je ne pourrais même pas l'ostenter, mais peut-être Corinne pourra le faire. Voilà, les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas. Édition entièrement revue et augmentée, c'est aux éditions du Cherche Midi. Voilà, exactement. Et donc, nous développons émission après émission les chapitres de ce livre. Je vais vous laisser, Corinne, un petit peu nous résumer la situation en disant juste que nous avons commencé à étudier l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur les hommes, avec un H. Ensuite, et puis maintenant, ça va concerner surtout dans cette émission l'enfant en bas âge, mais aussi le fœtus. Oui. Et les conséquences redoutables parfois sur Oui. le fœtus même des perturbateurs endocriniens. En fait, on avait commencé sur les animaux, parce que c'est d'abord sur les animaux que les scientifiques se sont aperçus de l'effet des perturbateurs endocriniens sur la reproduction et sur les organes sexuels. Oui. Donc, après, on avait vu surtout les effets des perturbateurs endocriniens sur les humains, mais sous l'angle de la reproduction. Donc, on a vu les problèmes des organes sexuels et de reproduction chez les hommes et les problèmes chez les femmes. Donc, chez les hommes, on avait vu ce qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire. Donc, il y avait plusieurs aspects dans ce syndrome, hein, dont la baisse de la production de spermatozoïdes, la baisse de la testostérone, la baisse des caractères sexuels secondaires masculins et certaines malformations des organes comme ce qu'on a appelé l'hypospadia ou la cryptorchidie. Cryptorchidie, c'est les problèmes des testicules des bébés qui ne descendent pas pendant la grossesse. Et donc, toutes ces malformations peuvent ensuite avoir des effets sur les taux de cancer des testicules. Donc ça, c'était pour les hommes. Et puis, on avait vu l'équivalent pour les femmes, qui était le syndrome de dysgénésie ovarienne, où là, il y avait comme symptômes la puberté précoce, les cancers du sein, des ovaires, de l'utérus. On a vu aussi des problèmes de SOPK, donc les ovaires polykystiques, et aussi l'endométriose, donc deux maladies qui n'existaient pas il y a 60 ans et qui maintenant sont courantes, qui concernent en gros 10% de la population féminine. Et on a vu tous ces problèmes de malformation et les conséquences aussi, évidemment, sur la fertilité. Ça, c'est clair et net. Un quart des couples n'arrivent pas à procréer dans les 12 mois pendant lesquels ils essayent. Voilà. Donc ça, c'est… Sachant que ces conséquences, en plus, viennent d'il y a fort longtemps. C'est-à-dire que c'est une exposition. Une femme va être infertile, elle va y avoir des problèmes. C'est une exposition dans le ventre de sa propre mère, je crois. Oui, mais ça se cumule. Tout se cumule. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu avec des médicaments comme le Distilbène qui a été interdit. On a vu que ces médicaments provoquaient, je crois que je vais prendre de l'eau. Un chat dans la gorge. Provoquaient donc des problèmes chez le fœtus qui se révélaient aussi à l'âge adulte. Voilà. Mais si par ailleurs, alors que l'enfant grandit, vous lui rajoutez des doses de perturbateurs chimiques, de poisons chimiques, évidemment que ça ne va pas aider.
Voilà. Et on a vu aussi que les scientifiques, les chercheurs, peuvent prendre par exemple une souris et s'ils lui donnent une certaine quantité de perturbateurs chimiques, endocriniens, les poisons de tous les jours, sont des poisons du quotidien, eh bien, ils peuvent la transformer en souris avec des ovaires polykystiques. Donc, on connaît le lien direct qui n'est pas contestable. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça va toujours être pendant la gestation ou après, ou les deux. Après, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas non plus, parce qu'il n'y a pas assez d'études sur la question, il n'y a pas assez d'argent qui est mis là-dessus. Évidemment que l'argent des laboratoires pharmaceutiques ne va pas aller sur ce genre de recherche parce que ça ne va pas du tout dans leur sens. Et comme les pouvoirs publics ont démissionné de la recherche publique, ce qui fait qu'il y a très peu, pas assez de recherche là-dessus. Donc, on ne va pas progresser dans la connaissance. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas du tout de progresser dans la connaissance. Voilà. Bien sûr. Peut-être, Corinne, commencer par ce que vous appelez dans votre livre les femmes enceintes qui sont polluées par les perturbateurs endocriniens. Ah bah, les femmes enceintes, donc on l'avait vu ça la dernière fois, Oui. les femmes ont 100% des femmes, on retrouve des produits chimiques perturbateurs endocriniens chez 100% des femmes enceintes. 100%. Voilà. Et en général, il y a des taux qui sont des taux suffisants pour pouvoir provoquer des problèmes chez les nourrissons et chez les fœtus. Alors, le problème, c'est que les femmes enceintes. Oui, pardon. On rappelle des pollutions au mercure, dioxine, hydrocarbures, brome perfluoré, pesticides, enfin, naphthalène, la totale. Oui, et aussi, il ne faut pas l'oublier, les médicaments. Encore hier, je discutais avec une femme enceinte. Et les médicaments, bien sûr, parce que les molécules des médicaments sont des molécules qui sont fabriquées à partir du pétrole. Donc, sont des perturbateurs endocriniens. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous prenez, vous voyez, une femme enceinte, hier, je lui demande, bon, ça va et alors, elle me dit, oh, ben non, parce que comme j'ai des nausées. Bonnes conditions, je suis. Elle a des nausées. Alors, je dis, vous faites attention quand même à pas trop prendre des produits chimiques parce que c'est pas génial pour le bébé. Alors, elle me dit, oui, non, mais je prends quand même, comme j'ai des nausées, alors je prends du Donormil. Enfin, le Donormil, c'est une espèce de somnifère. Et je dis, mais vous savez que le Donormil, il va aller dans votre bébé. Le bébé, il va tout prendre. Et bon, je ne vais pas parler des problèmes que ça allait entraîner pour l'équilibre hormonal du bébé. Je ne voulais pas trop la stresser. Donc, je ne lui ai pas dit. Mais je lui ai dit, écoutez, une femme enceinte, elle ne prend pas de médicaments. Et bon, je vais parler aussi du paracétamol. Je lui dis, vous savez que le paracétamol, c'est pas bon pour les femmes enceintes, ça va dans le bébé. Bon, je ne l'ai pas trop stressée. Donc, je ne lui ai pas dit, mais attention, ça féminise les petits garçons. Donc, voilà, je voulais pas non plus la stresser. Bon, mais il faut le savoir. Donc, oui, mais alors je fais quoi quand j'ai des nausées? Eh ben, si vous avez des nausées, vous êtes femme enceinte, il faut manger déjà, il faut manger des pommes, il faut boire, faut quelque part. Et c'est que si vous avez une nausée, c'est que le corps, il essaye de trouver un équilibre. Donc, il faut lui donner, il manque peut-être de quelque chose. Donc, manger une banane, manger une pomme, et vous allez voir que la nausée, elle va peut-être disparaître ou elle sera moins. En tout cas, pas de produits chimiques qui vont aller dans le bébé, qui vont le perturber, y compris dans sa vie future. Voilà. Donc, c'est ce que je lui dis. J'ai dit, voilà, faites attention. Voilà, évidemment, pas d'injection. Évidemment, pas d'injection. On rappelle qu'on n'est pas prescripteur pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'on n'interdit absolument pas l'usage de médicaments. On donne des informations qui peuvent être confrontées, mais c'est une façon d'informer et en aucun cas une façon d'empêcher un traitement, d'interférer avec les médecins. D'aucune façon, nous n'avons pas ce rôle et nous ne nous attribuons bien sûr pas ce rôle. Il va de soi, pour tout ce qui est maladie et prescription médicamenteuse, il faut écouter son médecin. Voilà. Mais pour tous les petits bobos du quotidien, oui,
où on fait de l'automédication, Ah oui, c'est ça, là, c'est important. il faut, quand vous êtes enceinte, évidemment, éviter le plus possible et dans la mesure du possible, les produits chimiques. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, cette automédication, puisque derrière chaque Français, j'ai coutume de dire, il y a un entraîneur de l'équipe de France de football et puis il y a un médecin qui s'ignore. Tout le monde sachant toujours mieux que quiconque ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Néanmoins, vous avez quand même des spécialistes, voilà. Mais aussi de l'information. Parce qu'on a pu voir, on ne s'étendra pas sur le sujet, mais on a quand même pu voir que régnait des médecins de plateau, un unanimisme de plateau depuis quelques années en particulier, sur les grands médias, qui nous obligent quand même, évidemment, à faire nous-mêmes un certain nombre de recherches, parce qu'on a malheureusement plus le choix, étant vivant dans un monde qui est quand même particulièrement marqué par l'argent, et derrière l'argent, on le sait, il y a des conflits d'intérêts. Et ces conflits d'intérêts. Et puis de la censure, donc il faut le dire, beaucoup de censure. Et il y a quelqu'un que je suis sur Internet qui s'appelle Alexis Haupt, qui a toujours des très bonnes réflexions. Et il dit, quand on supprime le débat contradictoire, quel que soit le sujet, c'est qu'on cherche à vous manipuler. Voilà. Donc c'est quand même ce qui se fait depuis une dizaine d'années, et en particulier depuis 2020, et la gestion de la crise qu'on connaît. Exactement. Il y a une suppression du débat contradictoire, et le débat contradictoire, c'est ce qui fait avancer la démocratie, c'est ce qui fait avancer la science. Supprimer le débat contradictoire, vous retournez à l'obscurantisme. Alors, si on continue sur les produits qui ont perturbé, donc maintenant on va voir les enfants, donc on a vu et aussi toutes les maladies qui ne sont pas les maladies de la reproduction. Donc le plus spectaculaire, c'est quand même l'autisme, surtout chez les enfants américains, puisque l'autisme a été multiplié par 100 en 50 ans aux États-Unis. 100 en 50 ans. Vous voyez ? Énorme. Si vous aviez un enfant sur 5000 qui était autiste en 1975, eh bien en 2020, 2024 même, parce qu'il y a eu de nouveaux chiffres, c'était 1 sur 36 aux États-Unis. Ce qui est énorme. Vous avez 36 enfants, vous avez un autiste. Alors qu'avant, vous n'en aviez pas. Et si vous allez dans certaines communautés amish, aux États-Unis, les amish. Ah, pardon, c'était pas faute d'avoir averti. Oui, là, il s'était remis. Il s'était remis tout seul. Donc, chez les amish, ils n'ont pas d'autisme. Vous voyez ? Alors, ils ont une vie naturelle plus saine, mais aussi ils refusent les pratiques d'injection des bébés, où on les injecte avec des produits et avec le mot qu'il ne faut pas utiliser, sinon on est censuré. Vous voyez, qui commence par V. Voilà. Le mot V comme divine injection. Voilà. Les divines injections. Ah oui, pour oui, bien sûr. Je tiens ça d'un ami qui rit beaucoup de cette espèce d'amour immodéré pour les injections en tout genre, dont on fait une divine injection aujourd'hui. C'est un philosophe stoïcien. Et qui ressort parfois de la religion. Voilà. Qui, à mon avis, justement, on est accusé d'obscurantisme. On parlait des Amish, des Mormons, mais on se demande qui est le plus dans l'obscurantisme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Amish, il n'y a pas d'autisme, vous voyez ? Il n'y a pas d'allergie. On va parler tout à l'heure des allergies, de l'asthme, des rhinites. Voilà. Il n'y en a pas chez eux. Donc, il faut quand même se poser certaines questions. Et donc, alors, l'autisme, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas très longtemps, on disait, les scientifiques officiels disaient, y compris les pseudo-contestataires de la médecine, qui disaient les enfants autistes, c'est psychanalytique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On disait c'est psychanalytique, c'est pas du tout physiologique. Oui, mais oui. Psychologique. C'est de la faute de la mère. On disait c'est la faute de la mère. Alors, c'est la mère. Ils avaient dit que les mères, c'était des réfrigérateurs. C'est ça. Mais ils disaient aussi que les pères, c'était des carriéristes. Ah, bien sûr.
les pères carriéristes et les mères réfrigérateurs. C'est Bettelheim, c'est toute l'école de Bettelheim. Que dans les années 80-90, on révérait, on disait qu'ils étaient géniaux et tout. Et c'est vrai, et moi-même, hein, dans les années 90, je pensais que Bettelheim, c'était génial. Bon, excusez-moi, mais j'en suis énormément revenue. Bettelheim, bon, on ne va pas faire toute la discussion là-dessus, mais sur l'autisme, ils n'ont rien compris. Ils disaient que c'était psychanalytique, ça ne l'était pas. Ils attaquaient les mères et ils attaquaient les pères, mais c'était aussi une façon de séparer les enfants des parents, de façon à eux-mêmes, parce qu'il y a eu ils ont été aussi accusés de pratiques pédophiles, hein, dans leur école là-bas, là. Donc, l'histoire n'est pas celle qu'on a racontée ou qu'on croyait dans les années 90. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'on a trouvé des marqueurs biologiques de l'autisme. Donc, l'autisme est bien biologique. Et moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas si longtemps, dans ma rédaction, quand je disais il faudrait quand même parler de la piste biologique de l'autisme, qui n'est pas psychanalytique, je me faisais rembarrer. Et il y a même des reportages que je n'ai pas pu faire parce que les gens disaient oh ben non, comment ça genre tu racontes n'importe quoi. Je dis ben non, je raconte pas n'importe quoi. C'était pas, il n'y a pas longtemps, hein, mais maintenant, ça y est, je pense que c'est rentré quand même dans le cerveau, c'est rentré dans l'esprit des gens, c'est rentré dans le savoir commun que l'autisme est un problème physiologique et non pas un problème psychanalytique. On nous disait même à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, et alors c'est peut-être pas d'ailleurs toujours totalement faux, peut-être pas pour l'autisme, mais par exemple pour les QI très élevés, on disait mais ça c'est un problème d'éducation. Ils sont fort mal élevés, alors c'est l'excuse du fait qu'ils sont autistes, mon œil, ils sont tout simplement très mal élevés, et on dit la même chose pour ceux qui ont des hauts potentiels. Oui. HPI. Oui. Ah, c'est autre chose, ça, oui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est physiologique et que un enfant autiste, il a aussi d'autres manifestations que des manifestations purement cérébrales. Vous voyez ? Donc, chez les enfants autistes, on retrouve de l'épilepsie, des convulsions, on retrouve de l'anxiété et de la dépression, on retrouve des troubles du sommeil et de l'hyperactivité. Donc ça, c'est tout ce qui est directement cérébral. Mais il y a aussi des reflux gastro-œsophagiens, donc problèmes d'estomac, des problèmes de diabète, des problèmes d'intestin avec de la constipation et des douleurs abdominales. Et ça, on l'a beaucoup vu chez les enfants qui sont des autistes régressifs, c'est-à-dire des enfants qui allaient très très bien jusqu'à l'âge de 3 ans, et là, ils subissent une injection, celle dont on ne doit pas prononcer le nom, avec un V. Et cette injection avec un V qui subissent à l'âge de 3 ans et qui concerne la rougeole, les oreillons et la rubéole, eh bien, il est arrivé que des enfants, tout d'un coup, deviennent autistes. Donc, les parents qui avaient un enfant normal, paf, tout d'un coup, ils voient que leur enfant est devenu comme un légume, ne les regarde plus, ne soutient plus le regard et n'est plus en interaction avec eux. Mais quel est le rapport avec les perturbateurs endocriniens là, en l'occurrence ? Eh bien, alors, on y vient. Voilà, on y vient, le rapport. Le mécanisme, il est comment ? C'est que les perturbateurs chimiques vont aller perturber toutes les hormones et les récepteurs, y compris dans le cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les individus ne vont plus pouvoir faire la détoxification correcte de tous ces produits chimiques. Et le corps qui élimine, c'est ça ? Voilà, le corps, il doit détoxifier. Bon. Et on s'est aperçu que chez les autistes, eh bien, l'exposition, par exemple, au bisphénol A ou aux autres phtalates, eh bien, ils n'arrivaient pas à faire la détoxification aussi bien que les autres enfants. Ce qui fait que les produits chimiques restent plus longtemps dans le corps et ont plus d'effet sur leur développement cérébral et sur leurs hormones. Vous voyez ? Y compris sur tout ce qui peut être l'aluminium. Bon, alors là, on peut après les énumérer les uns après les autres, tout ce qui est aluminium, mercure,
plomb et tin, mais aussi tous les produits chimiques qu'il y a dans les injections, mais aussi dans les médicaments, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut voir que à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Plus il y a d'exposition chimique, plus en général, l'intellect et le quotient intellectuel va baisser. Oui. Donc, dans une société. Donc, bon, ce qui va se passer, c'est quoi? Que si un individu perd 5% de quotient intellectuel, vous multipliez ça par une société, eh bien, vous allez avoir un QI général qui va passer d'une moyenne de 100 à une moyenne de 95. Ce qui fait que si dans une société, vous avez un petit pourcentage avec un QI supérieur, une moyenne de 100, une grosse masse avec une moyenne de 100, et puis une petite masse avec une moyenne qui est beaucoup plus faible de 70, si vous perdez 5% sur une grosse masse de personnes, d'enfants, eh bien, vous avez toute la courbe qui va basculer dans un sens, et dans le sens évidemment de moins de QI, et vous allez avoir beaucoup plus d'enfants qui seront sévèrement retardés et beaucoup moins d'enfants qui seront avec un QI supérieur, mais une grosse masse qui va avoir un QI qui sera 95 au lieu de 100. Vous voyez? Ce qui représente à la fin quand même un coût. D'abord, c'est triste parce que on va tous vers le crétinisme. Ça, c'est un reportage qui est passé sur Arte qui s'appelle Demain tous crétins, que je recommande. Demain tous crétins, tiens donc. Demain tous crétins, donc oui, de Sylvie Gilma et Thierry Delestrade, qui est passé sur Arte. Donc je recommande ce reportage, si vous pouvez y aller, allez-y, vous le retrouverez, je pense, sur Internet. Ça s'appelle Demain tous crétins. Et comment ils expliquent ce crétinisme? De la même façon que vous? Oui, exactement pareil. Exactement pareil. Il n'y a pas 36 explications, vous voyez. En général, c'est les pesticides, c'est les produits chimiques, et le fait aussi que dans les injections, vous avez de l'aluminium, ça va dans le cerveau, vous avez du mercure, ça va dans le cerveau. Alors le mercure, c'est surtout dans les injections américaines. Vous voyez, nous, les Français, on n'avait pas le mercure dans nos injections avec un V, hein, d'accord? Les Américains, ils en ont. Ce qui fait que quand l'autisme a été multiplié par 100, on va voir maintenant qu'il y a d'autres maladies aussi qui ont été grandement multipliées à cause de ces produits chimiques. Mais les Américains, ils ont eu un autisme absolument dément parce qu'ils avaient en plus du mercure. Et le mercure, c'est un poison virulent. Vous prenez 1 gramme de mercure, vous y passez. Hein. Or, je ne sais pas vous, mais nous, on a joué avec des thermomètres au mercure quand ils se cassaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh oui. Des thermomètres au mercure. Mais bon, oui, mais voilà. Encore une fois, on ne peut pas reprocher quand on ne sait pas. Mais on parlait la dernière fois des problèmes de certains cancers développés à cause, par exemple, sur le cancer de la plèvre, lié à l'amiante. Et l'amiante, on sait depuis le début du XXe siècle que l'amiante est dangereux pour la santé. On le sait depuis plus d'1 siècle. Alors qu'on ne nous raconte pas de bêtises, il y a certaines choses peut-être qu'en effet on le découvre avec le temps, mais pas d'autres. Et d'autres fois, c'est criminel, tout simplement, hein, osons le dire. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.